Ah. Rien. Quoi? Rien. Ah ouais, t'as raison. Un dernier. Oh. Donc, Les Maîtres de l'Univers est un film de Gary Goddard, un lointain cousin de Jean... Non. Le film est sorti en 1987, seulement 2 semaines avant Dirty Dancing. Et vous pourrez y trouver le rapport que vous voudrez d'ailleurs. Le film s'ouvre donc sur une petite explication de qu'est-ce que c'est quoi qui se passe où. Au centre de l'univers, Ah bah rien que ça. Ça commence bien. s'élève le château de Crâne Gris. La sorcière de Crâne Gris maintient l'univers en harmonie. Et la prise du château de Crâne Gris est dans leur esprit. Ceux qui tiennent Crâne Gris ont tous les pouvoirs. Vous avez compris? C'est important, Crâne Gris! Enfin bon, s'ensuit un générique très long où ils ont apparemment essayé de caser toute la production, regardez-moi ça. Vache. Et ce générique tellement mirifique que j'en ai tiré mon fond finit par une explosion. Ça commence très bien. Le premier quart du film servira d'exposition, nous expliquant que c'est la merde à Eternia, et l'on retrouve Skeletor et son armée... Star Wars. Donc Skeletor et son armée ont pris le contrôle de... Crâne Gris. et capturé la gentille sorcière qui maintenait l'équilibre dans l'univers. Oui, c'est très long. Après toutes ces années d'efforts, Crâne Gris est enfin à nous. Non! À moi. Et tout ceci se passait pendant que Musclor tenait la résistance. Star Wars. Doublé en VF par un Richard Darbois toujours aussi goulayant. Je vous ai cherché partout. Et il retrouve sa troupe d'amis au nombre incroyable de 2, plus 7 choses. Je suis Gwildor de Ténu, serrurier et inventeur. Et qui est doublé ici par l'inénarrable Roger Carrel. Ah oui, on part sur une énorme tartine de nostalgie auditive. Et tout ce petit monde va donc aller chez Couille d'Or, découvrir qu'il a inventé une clé magique pour voyager n'importe où dans l'univers. Mais quand les méchants arrivent, ils décident finalement de partir par la sortie secrète menant directement à Crâne Gris. Du coup, la clé, elle sert à quoi? Enfin bref, combattant désespérément les forces de Skeletor, Qui n'a pas gagné l'Oscar du meilleur make-up. les héros d'Eternia sont obligés de battre en retraite à travers un portail magique ouvert par la clé musicale inventée par Couille d'Or. Alors, on a les années 80, les costumes un peu cheapos, une clé pour voyager n'importe où dans l'espace-temps. Où est-ce qu'ils vont atterrir? Où est-ce qu'ils vont atterrir? Attention, attention, oui j'écoute, oui Notre monde, 20 points. Les points ne servent à rien du tout. Que dalle. De toute façon, dans ce genre de film, quand c'est pas des gamins qui vont dans un autre monde, c'est des dégénérés qui débarquent dans le nôtre. Bref, du classique, puisqu'en voyageant entre les dimensions, ils ont évidemment perdu la clé qui est partie se balader n'importe où. On va donc assister à leur arrivée un poil brutale sur Terre et... Oh mon dieu! Mais dites-moi que c'est un animatronique, je vous en supplie! Oh mon dieu, pauvre comédien. Enfin bref, ils se séparent pour aller chercher le bidule, pendant que Couille d'Or tente une conversation avec une créature autochtone. Gwildor. Je viens. Ça c'est marrant. Et c'est l'occasion de nous présenter les 2 vrais personnages principaux du film, à savoir Julie, incarnée ici par Courtney Cox dans un de ses premiers rôles au cinéma. Julie qui est d'ailleurs l'incarnation faite femme de la déesse de l'exposition scénaristique abusive. J'ai jamais cru que je pourrais me sentir triste de faire ça pour la dernière fois. T'inquiète pas, Julie. La meilleure chose pour moi en ce moment, c'est de m'en aller à 5000 km de Kevin, de ma maison, de cette ville, de tout et de repartir à zéro. C'est ma faute s'ils sont morts. Nous devions tous aller à la plage ce jour-là. Et Kevin, musicien de son état, incarné par Robert Duncan McNeil, qui n'a pas fait grand-chose depuis. Et comme le scénario fait bien les choses, ce sont Julie et Kevin qui trouvent justement la clé musicale. Et Kevin, musicien de son état je le rappelle, a envie de tester la bête, si je puis dire. C'est un nouveau synthé japonais si tu veux mon avis. Je vais faire marcher ces petits bijoux pour voir quel son il a. C'est un nouveau synthé japonais si tu veux mon avis. Ce qui va inévitablement attirer les méchants dans un étrange mélange entre Sliders et les Power Rangers. Et si l'on découvrait ici, sur Terre, d'autres mondes inexplorés, où tout serait possible? La même planète, dans des dimensions parallèles. J'ai trouvé le passage. Mais pourquoi je fais tout le temps n'importe quoi?
Et finalement, les méchants, après avoir gratuitement défoncé le concierge, décident de s'en prendre à Julie en tirant dans le tas. Mais elle parviendra à s'enfuir en laissant derrière elle les méchants et le bâtiment en feu. Alors, petite anecdote intéressante, le feu a complètement échappé au contrôle de l'équipe pyrotechnique et ils ont failli cramer tout le lycée où était situé ce gymnase. Heureusement, les pompiers ont réussi à conscrire le feu à un seul bâtiment et ce sont d'ailleurs ces mêmes pompiers que l'on peut retrouver plus tard à l'écran dans le film sur les lieux de l'incendie qui sont restés les lieux de tournage. C'est marrant. En mémoire de toi, petit bâtiment culturo-sportif parti trop tôt sur l'autel de l'amour du cinéma. Bon, maintenant que le film a bien démarré, il se passe plein de trucs. On a Julie, toujours poursuivie, qui finit heureusement par tomber sur la bande à Musclor qui va l'aider à mettre en déroute les vilains. On a Couille d'Or qui débarque avec sa toute pimpante pimp mobile. On a Kevin à la recherche de Julie avec le truculent inspecteur Lubick, doublé ici en VF avec brio par le merveilleux Jean-Claude Montalban. Très bien, je vais agir, mon petit. Je t'emmène faire un petit tour, en route. Ouais, on en rajoute avec la nostalgie auditive. Kevin confiera la clé musicale magique à Lubick juste avant de se faire attraper par les méchants, puis sauvé par la bande à Musclor. Enfin bref, il se passe plein de choses jusqu'à ce que toute l'équipe se réunisse dans un magasin d'instruments de musique. Mais ils ont été suivis par les forces de Skeletor. S'ensuit donc une bataille où une tripotée de matos musical va se sacrifier pour protéger nos héros. Et tout ce délire autour de la musique est plutôt cool. En gros, la clé pour voyager à travers l'univers, c'est de faire la bonne séquence de notes. Et d'ailleurs, on voit à plusieurs reprises les méchants détruire des amplis, des instruments, parce que le symbolisme. Mais avec une ruse de camouflage en maman morte, la méchante parvient à subtiliser la clé magique à Julie et à faire venir Skeletor lui-même sur Terre. Apparemment dans une ville qui s'en fout complètement d'avoir des vaisseaux et des soldats de l'espace dans ses rues. Et il y a surtout ce passage qui m'a beaucoup fait rire. Où est Musclor ? Je suis un ami bon. Nos héros se retrouvant retranchés sur le toit, Musclor n'a plus d'autre choix que de suivre Skeletor à Eternia pour devenir son esclave en échange de la vie sauve de ses amis. Mais ses amis ne vont pas laisser les choses comme ça et foncer à Eternia pour la bataille finale. Finalement, Skeletor devient une sorte de dieu cosmique, mais Musclor a le pouvoir! Alors il gagne, bien évidemment, en faisant tomber Skeletor dans le vide. Star Wars. S'ensuit une probable ellipse menant à des réjouissances. Puis Julie et Kevin qui rentrent chez eux et par là même remontent le temps jusqu'à avant l'accident des parents de Julie. Et ne me demandez surtout pas comment ça marche. Et le film se termine sur Musclor dans un pendentif, criant son caractéristique « J'ai le pouvoir !» Oh, une scène post-crédit. Scène post-crédit. Je reviendrai. Et... freeze frame. Ok. Hélas, le film n'aura rapporté que 17,3 millions de dollars, pour une mise de 22 millions à la base, donc dans la bonne logique hollywoodienne, et au vu de l'effondrement des ventes de produits Musclor, il n'y aura jamais de suite. Dommage. Et bah tout ça est très cool, sauf l'absence de suite, bien entendu. Non mais vraiment, je m'attendais à un nanar absolu sur toute la ligne. Et ça fonctionne vraiment pas mal par moments, les décors arrivent à être vraiment chouettes, la réal est plutôt bien calibrée, et même si les costumes et le make-up sont clairement pas à la hauteur, ça ne lui enlève aucun charme. Et c'est d'ailleurs surprenant que les effets spéciaux soient ce qu'ils sont, puisqu'en effet c'est Richard Edlund qui était en charge de superviser les FX. Et Richard Edlund, c'est pas n'importe qui. Il a quand même commencé à travailler chez ILM sur la production de Star Wars comme premier caméraman et responsable des effets optiques sur les maquettes. Il rempilera sur l'Empire contre-attaque et continuera à travailler pour et avec Lucas et ILM sur L'Âge perdu et Poltergeist, entre autres. Il créera même sa propre boîte d'effets spéciaux, Boss Film, qui sera responsable des effets de Ghostbusters, Die Hard ou Cliffhanger, entre autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Skeletor? Quoi? Pourquoi? Quelle expressivité! Et encore, je vous ai pas parlé de ce casting premium. Dolph Lundgren, encore bébé acteur débarquant de Rocky IV en Musclor, pour qui ça a été apparemment très difficile sur le tournage, comme il le raconte ici. This shoot actually was much harder than Rocky IV, physically much harder. Jumping off buildings and going through glass windows, and my hair caught fire one time. I got a few sword hits in my head. For 2 weeks, I was standing on this disc, and the truck would run down the main street of this town at 40 miles an hour. And that is hard. Et il y a aussi Frank Langella en Skeletor, dont malheureusement le potentiel ici est sous-exploité, caché sous ce masque un poil trop encombrant. Mais si vous savez, c'est ce genre d'acteur qu'on a vu partout, mais on retient jamais son nom. Du coup, pas avec ce film-là non plus, puisqu'on reconnaît pas son... Et Courtney Cox, Monica, putain!
En vrai, son personnage est vraiment assez sympa et évolue d'une jeune nana endeuillée de la perte de ses parents et qui culpabilise d'être en vie car elle aurait dû être avec eux pendant l'accident, à une femme forte faisant face au mal et sauvant ses nouveaux amis. C'est quand même dommage que tout ça soit gâché par la scène de fin que je qualifierais de Jumanji-esque. Ouais. Et puis quand même, Robert Duncan McNeil, quoi, il était là, on sait toujours pas qui c'est. Et moi qui, avant de le regarder, m'attendais à une série Z sans aucune ambition, j'étais très surpris par le contexte dans lequel a été fait le film. The fact that most people don't know is that when we started this picture, we had a studio that was going out of business. We had a toy company that had just lost $400 million on the He-Man toy line, and so we had two very desperate entities hoping that this picture was going to solve all of their problems. And I had to direct this picture under the most extreme circumstances you could imagine. Every day was a crisis of some kind. And some of those crises were even, we're shutting you down today, this movie's over. The deal was that Canon would put up half the money and Mattel would put up half the money. And Canon told Mattel, okay, you put up the first half. So Mattel put up the first half, and we very quickly burned through that money. And so Mattel said, okay, time for you to kick in the second half. And Canon said, no. So Mattel had to pony up the rest of the money if they wanted to see their film made. And they were desperate to have it made, generating publicity for their toy line. Et c'est super intéressant de se rendre compte que, ouais, tourner un film sur une franchise de jouets financée par la compagnie exploitante du dit jouet, c'est pas évident. Mattel had heavy say, they had approvals over everything, over costumes, over the script, everything. Mattel is, now listen, He-Man can't kill anybody. He-Man can't really hurt anyone, not really. It's like, okay guys, we're making an action movie with an action hero. This is live action film, not a cartoon. So at the start of production, He-Man was at his peak. By the time we were about halfway through the movie, the decline had started in the toy sales, big time. It just suddenly dropped. And I'll never forget, I'm not gonna tell you the executives' names, but I got this call one day, and I had said in an earlier conversation with them, guys, go see what action movies are right now. You want to do an action movie, He-Man's got to kick some ass. He's got to really be up there. We've got to see him battling, blasting guys, and so I got a call one day. They said, we have to meet with you right away. They came down the set, and they pulled me in a room. They go, toy sales are down, everything's on this movie, you gotta just, and I said, well, we're doing the best we can, but we're also trying to obey all these rules, and one of them goes, we don't care what you do, have him kill people, have him blood, guts, gore, sex, do whatever you have to, just make sure this movie's a hit. Et bah qui l'eût cru. La fin de la production du film, c'est tellement hallucinant que je vous laisse regarder ce qu'en dit le réal. Yeah, they shut me down on the set in the middle of the battle, and literally with someone picking up a card and put it in front of the camera and saying, you're done. In the middle of a shot. So that was kind of crazy, and I said, we don't have the end. If I'm not able to finish this battle, then I'm going to do a thing. I thought through that when they go, the power is so much that it saps the power from everything, and then we're in this dark void, and that's where I can do whatever I got to do to get us to the end. So that night, I got them to let me do some random battle footage. It wasn't very well choreographed. It was a very quick choreographic job. So I had enough that I could piece together the battle, but we did not have the end. All that last bit, none of that was shot. I said, okay, well, again, if we're done, and we're going to have to come back and get this other stuff. We came back about 3 or 4 months later, and we got one day. Kind of gave me one day at the Boss studio, and we got it, and we were able to put the ending on the movie. And at one point, the Canon guys, Golan Globus said, well, it doesn't matter. We're just, they'll fight. They'll just fight, and then we'll fade out. It's like, you can't fade out. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on en fait des maîtres de l'univers? Eh ben, on le recommande et on lui met la note de film de Noël très sympa sur 20, putain! Voilà, cette vidéo est terminée. J'essaierai de ne pas passer 6 mois sans faire de vidéo. J'essaierai, je promets rien. Pardon. Ah non, c'est vrai, ça fait du bien. J'ai chaud. Non. Qu'est-ce qui brûle? Pourquoi tu brûles? Pourquoi tu fais ça? Tu es méchante. Je vais t'éteindre. Ah, la lampe, ça y est. Eh, descends. Juste attends, putain. Non.